Allô? Oui, Sidi. Je suis en direct. Je suis Oh, pas mes lunettes. Bonjour. Alors, attendez, je n'ai pas de retour de son. Allô? Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut parler plus que je puisse Bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment de me recevoir parmi vous. Je suis très honoré de pouvoir m'adresser au cadre de basketball, un sport que j'ai toujours adoré, que j'ai pratiqué à un moment donné, mais ma petite taille ne me permettait pas d'aller loin. Et je suis un admirateur de grands basketteurs de l'époque, qui est pour moi l'époque glorieuse du basketball marocain. J'étais fan du FUS et j'allais très souvent regarder jouer Sharqawi Rachid Allah yarhamou, Sibouana l'entraîneur, euh, Khalil Yamani, Abdelghafor, attendez, Charradi, الغريسي. عدد الاسماء qui ont marqué ma jeunesse et qui m'ont marqué certains sont de ma génération. Charadi est de ma génération. D'ailleurs, il était athlète avec nous puisqu'il a il a parallèlement au basketball, il a pratiqué du saut en hauteur qu'il adorait d'ailleurs, et c'était un des meilleurs sauteurs en hauteur de l'époque du Maroc. Je crois qu'il était à 2,5 m ou 2,6 m, quelque chose comme ça. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, d'après le contact que j'ai eu avec Sekarwash, nous allons essayer de parler de performance, de performance sportive, comment elle se construit, comment est-ce qu'on arrive à fabriquer ou à construire ou à générer de la performance sportive. En fait, la performance sportive est quelque chose qui a commencé, la performance en général de l'être humain est quelque chose qui a commencé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis que l'homme a commencé à mesurer, à compter, à partir de ce moment-là, il s'est mis en compétition contre la nature, contre lui-même, contre d'autres individus. Et la performance pouvait s'exprimer par d'indices. Courir vite, sauter loin, se lancer très fort, serrer quelque chose avec une poigne, etc. Donc beaucoup de l'homme se mesurait à l'autre, donc à son semblable, et c'est peut-être ça qui a amené à un moment donné à ce que par les jeux,
la société a commencé à s'organiser et à organiser des jeux, et à créer des jeux, et à imaginer des jeux, parce que l'une des caractéristiques de l'humain, contrairement à d'autres espèces animales, c'est ce côté ludique, c'est-à-dire cette envie, ce besoin de s'amuser, ce besoin ludique qui est en lui, qui est inné. D'ailleurs, les enfants jouent naturellement. Les adultes aussi aimeraient bien jouer naturellement. Ce sont les convenances sociales qui bloquent un peu l'élan de l'individu. Mais dès qu'un individu, un adulte de tout âge, se trouve en présence d'enfants, il retrouve justement cet instinct et cette envie qui est en lui, qui est celle de jouer, et notamment jouer avec son corps et son intelligence. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ça qui a généré à un moment donné des activités physiques organisées qui par la suite, au début du 19, à la fin du 19e, au début du 20e, vont s'appeler sport. Puisque le concept sport est quelque chose de nouveau. C'est en fait, on désigne par le sport les activités qui sont systématiquement organisées avec une réglementation universelle. C'est-à-dire que le basketball est un sport, puisqu'on joue au basketball à peu près partout de la même façon dans le monde. Il y a une fédération internationale qui gère les règles et qui les émet et qui les fait évoluer. Et tout le monde, quand il veut jouer au basketball, là où on est, on respecte quasiment les mêmes règles. C'est à partir de là qu'on parle de sport, et c'est lié au côté spectacle. C'est lié au côté spectacle et au côté de générer du plaisir pour ceux qui jouent, mais également pour ceux qui regardent. Et à partir de là, la télévision, bien évidemment, est venue amplifier le phénomène. Et l'activité sportive, aujourd'hui, peut être considérée comme la première activité universelle. Il n'y a pas une autre activité que je sache qui soit pratiquée, qui ait l'adhésion de toutes les sociétés à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie ou partout dans le monde, là où vous allez. Le sport est une activité que tout le monde pratique et tout le monde veut pratiquer, tout le monde veut avoir des résultats. En fait, le sport, c'est, comme j'étais en train de l'expliquer, enfin j'essaie de l'expliquer, est une activité basée sur la compétition parmi l'ensemble des activités physiques. Parce qu'il y a d'autres activités physiques qui ne sont pas du sport. Quelqu'un qui va marcher, qui va sortir le dimanche matin faire un petit footing, ne fait pas de sport, il fait de l'activité physique. Quelqu'un qui, avec ses enfants, joue en bord de mer, ne fait pas du sport, il fait de l'activité physique. Mais quelqu'un qui est licencié dans un club et qui participe à un calendrier de compétition, fait du sport. Il s'entraîne, c'est pour ça qu'on parle d'entraînement sportif, mais il fait du sport quand il se produit en spectacle, ou quand il se produit en compétition, parce que la compétition est liée au spectacle. Et donc, pourquoi alors le sport est devenu, ou le concept sport est devenu quelque chose d'extrêmement important? Parce que l'humain est fasciné par la performance. C'est le fait de pouvoir sauter très loin, de pouvoir marquer je ne sais combien de points dans une rencontre de basketball qui va fasciner le spectateur et qui va générer de l'empathie pour cette activité, pour le sportif, pour le club, pour l'activité elle-même. On va aller voir un match de basketball accidentellement et puis on regarde quelqu'un qui joue très bien, qui va marquer une trentaine de points. Et donc c'est quelqu'un qui va nous fasciner. À partir de là, il y a de l'empathie avec cet individu et peut-être que cette empathie vis-à-vis de ce sportif va créer une fascination aussi pour son club, pour le club, et donc on devient fan du club. Et à partir du moment où on est fan du club, on devient fan de l'activité elle-même et on devient donc fan du basketball, du football, du handball, de l'athlétisme ou d'autres sports. Donc c'est ce côté fascination qui est l'élément moteur dans les relations entre les spectateurs, entre la société et les sportifs et le sport. Et c'est cette fascination qui va générer des flux monétaires, qui va permettre de lever des fonds, qui va permettre d'intéresser des sponsors, d'intéresser les médias, etc. S'il n'y a pas fascination, donc s'il n'y a pas performance, il n'y a pas levée de fonds, il n'y a pas intérêt, il n'y a pas médiatisation, etc. Et c'est ça que d'ailleurs que j'essaie d'expliquer à chaque fois aux dirigeants sportifs nationaux depuis très longtemps. Je leur dis, vous ne pouvez pas lever des fonds si vous ne créez pas une empathie, une fascination chez les spectateurs, et donc si vous n'intéressez pas les médias et si vous n'intéressez pas les gens de l'économie qui, eux, regardent d'abord les réactions de la société et des médias avant de vous juger.
un marketeur, un sponsor, ou quelqu'un qui travaille pour un sponsor, donc qui va chercher des marchés, va d'abord voir quel est votre impact sur les médias, quel est votre impact dans la société, pour pouvoir discuter avec vous. Et c'est justement cette fascination par la performance qui crée cet intérêt donc, chez les sponsors. Alors bien évidemment, un sport très développé, avec des performances élevées, avec des joueurs de très haut niveau, va générer plus de fonds qu'un sport qui est moins développé, avec des joueurs de moins bon niveau, etc. Alors, comment se construit la performance sportive? La performance sportive a des déterminants et des facteurs favorisants. Des déterminants qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'il est impossible de penser performance sportive ou de créer de la performance sportive ou en produire si on ne respecte pas les déterminants de cette performance sportive. Alors, il y a deux blocs de déterminants. Il y a un bloc qui concerne l'individu et l'organisation de l'activité, et il y a un bloc qui concerne le contexte global et généralisé. Alors, d'abord, le premier déterminant extrêmement important, c'est le potentiel humain. Vous le savez mieux que moi que quelqu'un qui est de petite taille va trouver difficilement sa place dans une équipe de basketball, puisque le basketball est un sport qui demande une anatomie un peu spéciale, qui est différente d'autres sports, qui est différente de la lutte, ou qui est différente du judo, qui est différente du football, qui est différente de l'athlétisme, qui est différente. Le basketball a ses particularités. Et donc, si vous n'avez pas un potentiel humain important, donc un nombre de personnes qui correspondent au profil qui peuvent justement générer de la performance ou créer de la performance ou se produire en performance ou produire de la performance en basketball, vous ne pouvez pas parler de basketball ni envisager un quelconque développement. Donc le potentiel humain est quelque chose d'extraordinaire. Alors il ne faut pas penser aussi que quand un papa, une famille décide de mettre son enfant dans une équipe de basketball, que cet enfant va forcément devenir basketteur. Il faut qu'il ait un potentiel exceptionnel pour pouvoir être basketteur. Ce potentiel, malheureusement, on ne le trouve pas à grande échelle, puisque statistiquement, il est admis que sur 10 000 jeunes, vous avez une personne qui a un potentiel sportif, un potentiel pour pouvoir devenir un athlète de haut niveau. Alors, si vous trouvez une personne sur 10 000, combien de ces personnes que vous allez trouver sont bons pour le basketball? Combien sont bons pour l'athlétisme? Combien sont bons pour la natation, etc. Ce qui rend le choix très difficile. Et c'est pour ça que dans les pays de l'Est auparavant, et dans certains pays aujourd'hui, notamment en Tunisie par exemple, si vous voulez un exemple, il y a systématiquement une prospection. Et vous ne pouvez pas attendre que les talents viennent vers vous, que ce potentiel humain vienne vers vous. Il faut aller provoquer ce potentiel parce que sinon, on peut attendre des années, des décennies avant que quelqu'un de très doué ne vienne pratiquer le basketball ou pratiquer le basketball. Je dis le basketball puisque je m'adresse aux gens de basketball, pratiquer l'athlétisme, pratiquer le football, etc. C'est-à-dire que vous devez d'abord être conscient qu'il faut un potentiel humain spécifique et qu'il faut aller chercher ce potentiel humain et le provoquer. Le deuxième facteur déterminant, c'est le niveau d'intégration des connaissances scientifiques. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui encore plus peut-être, parler ou penser performance sportive si vous n'intégrez pas les données scientifiques. Le sport se fait par de la physiologie, par de la biomécanique, par de la psychologie, par de la sociologie, etc. Et donc, si vous n'intégrez pas les connaissances scientifiques dans votre processus d'entraînement, donc votre processus de production de performance sportive, vous ne pouvez pas arriver à cette fin. Le sport sert aussi, et c'est grâce au sport que certaines sciences ont progressé et continuent à progresser. Par exemple, en physiologie, c'est le sport qui fait évoluer la physiologie générale. Elle évolue d'abord par la physiologie de l'exercice physique, c'est à partir de là qu'on extrapole certaines données aux autres êtres humains. Donc le sport est quelque chose d'extrêmement important et l'intégration des connaissances scientifiques est quelque chose de fondamental. Si vous n'intégrez pas et vous n'avez pas des cadres qui ont un niveau assez élevé en connaissances scientifiques, notamment en physiologie, psychologie et biomécanique, puisque c'est les trois grands piliers, on pourrait ajouter d'autres.
Si vos encadreurs n'ont pas assez de connaissances dans ces domaines-là, vous ne pouvez pas produire de la performance sportive, ou tout au moins, vous ne pouvez pas produire de la performance sportive de haut niveau. Le troisième facteur qui est extrêmement déterminant, c'est les lois et les règlements. Alors, les lois, d'abord, ce qui est national, et les règlements, ce qui est règlement national, bien évidemment, mais aussi règlements internationaux. Alors, au niveau national, nous avons une loi, la loi 3009, que tous les gens du sport connaissent, qui est censée pousser à l'activité physique à se développer, et le sport en général à se développer, mais qui malheureusement n'a pas été, enfin l'auteur, le législateur n'a pas été très inspiré en produisant cette loi, puisqu'elle comprend beaucoup de facteurs bloquants de l'activité sportive. Et je suis de ceux qui, depuis très longtemps, depuis que cette loi existe, et bien avant même qu'elle ne soit proclamée, qui est de ceux qui demandent à ce que cette loi soit révisée, sinon abrogée et remplacée par une loi incitative. Dans le domaine de la création, artistique ou sportive, nous ne pouvons pas avoir des lois répressives. Seules les lois incitatives permettent à l'activité de se développer. Or, dans la loi 3009, il y a beaucoup de sanctions et très peu d'encouragement et très peu donc d'incitation à la pratique du sport. Et c'est malheureusement quelque chose de fondamental, puisque cette loi ne permet pas à nos clubs de fonctionner normalement, ne permet pas à nos fédérations et nos ligues de fonctionner normalement et de pouvoir être dans l'optique de produire de la très haute performance. Donc vous avez un facteur là qui est malheureusement bloquant, alors qu'il doit être facteur favorisant. Bien évidemment, il y a la réglementation internationale. Dans la réglementation internationale, par exemple, les dimensions d'un terrain vont vous imposer un type de potentiel humain. La hauteur des panneaux impose un certain type de potentiel humain, donc de talent, etc. Donc c'est pour ça que c'est un facteur qui est extrêmement important. Le quatrième facteur déterminant, c'est la clarté des objectifs. Si vous êtes entraîneur de basketball, président de club, secrétaire général, etc., club en général, vous devez avoir des objectifs clairs, précis, et savoir exactement ce que vous recherchez par la pratique du basketball. Qu'est-ce que vous cherchez par la pratique du basketball? Vous cherchez à être champion du monde, vous cherchez à être champion du Maroc, vous cherchez à produire des sportifs de très haut niveau qui pourraient rejoindre la NBA, vous cherchez à produire des sportifs ou à préparer des sportifs pour l'équipe nationale du Maroc pour être champion d'Afrique, pour être champion arabe, pour être champion du monde, pourquoi pas, ou pour être champion olympique, etc. Voilà, ces objectifs doivent être très clairs. Malheureusement, là aussi, il y a beaucoup de carences. Ce que je constate chez nos dirigeants sportifs, c'est qu'ils n'ont pas justement cette vision claire de ce qu'ils recherchent par le sport. Et ce manque de vision va influencer et avoir un impact très négatif sur notamment les deux premiers points qui sont le potentiel humain et l'intégration des connaissances scientifiques. Alors du coup, vous avez beaucoup de clubs qui font confiance à des encadreurs qui ne sont pas de niveau élevé ou qui n'ont pas la formation pour. Et ils font confiance à des personnels qui sont en contact avec les enfants notamment, mais qui n'ont pas le niveau de formation requis justement en connaissances scientifiques, etc. Et donc, c'est parce que les objectifs ne sont pas clairs chez les dirigeants que par la suite, ça va se répercuter sur les autres facteurs, notamment le premier et le deuxième. Le cinquième facteur de cette première série, de ce premier bloc de déterminants de la performance, c'est la culture du défi. Et là, nous sommes malheureusement, heureusement plutôt, nous sommes un pays choyé. Nous sommes une population de défis. Le Marocain est en général quelqu'un qui se lance des défis et qui accepte les défis et qui accepte de relever les défis. C'est dans notre nature. Et c'est dommage qu'on ne profite pas justement de cette qualité extraordinaire que nous avons pour justement produire de la performance sportive de très haut niveau. Vous avez vu par exemple dernièrement avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, on a comme par hasard commencé à découvrir plein de Marocains qui sont au plus haut niveau mondial, au plus haut niveau scientifique au monde, donc c'est des performeurs en sciences. Et justement, pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui sont partis d'ici, mais qui sont animés de bonne volonté, qui sont animés d'un esprit de défi, qui ont été défiés les difficultés de vivre à l'étranger, les difficultés d'étudier à l'étranger. Parfois, ils proviennent de familles
qui sont pas forcément très aisés. Donc, c'est des jeunes qui se sont lancés des défis, qui ont réussi à gravir les échelons en matière de sciences. Et nous avons aussi des sportifs qui agissent de la même façon. Mais malheureusement, le contexte, comme je l'ai dit, la clarté des objectifs et la façon de travailler des dirigeants sportifs et de l'État marocain généralement avec la loi, qui est une loi qui bloque le progrès sportif, nous, les enfants, même quand ils ont cette qualité justement qui est requise dans le sport de performance, cette culture du défi, ne vont pas pouvoir s'exprimer parce qu'ils ne trouvent pas justement le champ propice pour pouvoir s'exprimer convenablement et exprimer leur talent. Et c'est ce qui nous ramène au deuxième bloc de déterminants. Alors le deuxième bloc de déterminants est composé de 4 déterminants. D'abord, il y a le contexte socio-culturel. Alors, est-ce que la question qui se pose, est-ce que nous sommes un pays, une société de sport? Beaucoup vont vous répondre rapidement oui. Moi, je suis de ceux qui pensent non. Pourquoi? Parce qu'une société, un contexte favorable, un contexte socio-culturel favorable en sport, c'est d'abord un engouement autour de la pratique physique. Or, il n'y a pas d'engouement justement. Si nous allons voir, si nous consultons les statistiques du nombre de pratiquants de l'activité physique et du nombre de pratiquants du sport au Maroc, nous sommes à des chiffres qui sont ridicules. Nous sommes à quelque chose entre 200 et 300 000 licenciés, tous sports confondus. Mais si vous éliminez tous les licenciés qui ne pratiquent pas ou qui sont venus juste une fois, qui en a fait une licence pour gonfler les statistiques des clubs, vous allez vous rendre compte que le nombre de pratiquants réels est très très bas. Et c'est même inquiétant que de voir que dans un pays où la population est très jeune, de voir que le nombre de pratiquants de l'activité physique et du sport notamment reste très très bas. Et le pourcentage de la population, à un moment donné, quand je m'intéressais à ce genre de statistiques, ça ne dépassait pas 1,5 à 2% donc de la population. Et c'est quelque chose de quasiment inquiétant, puisque dans d'autres pays, on atteint des chiffres extrêmement importants. Il y a des pays qui sont à plus de 60% de pratiquants de l'activité physique. Et donc, il y a des pourcentages très élevés en pratique de l'activité sportive. Si vous regardez par exemple le basketball, si vous allez dans un pays où le sport est extrêmement développé, vous allez trouver plusieurs divisions et plusieurs types de compétitions et des milliers de jeunes qui pratiquent la compétition, l'entraînement et la compétition de basketball par rapport à ce que nous avons ici, aux chiffres que nous avons au Maroc qui sont des chiffres des fois ridicules. Alors certains expliquent ça par l'infrastructure sportive, c'est faux. Il y a assez d'infrastructures sportives du Maroc. Quand vous rapportez le nombre de pratiquants du sport aux infrastructures sportives existantes, le nombre reste très bas et ridicule. C'est-à-dire l'occupation des espaces sportifs au Maroc est très basse. Et donc nous ne sommes pas, malheureusement, le contexte socio-culturel au Maroc, qui est un facteur déterminant important, malheureusement le contexte n'est pas très favorable. Alors il y a l'histoire. L'histoire est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui va créer l'intérêt chez les jeunes. Pourquoi on vient pratiquer un sport? C'est parce que ce sport nous raconte une histoire. Il y a une story, comme disent les Américains. Quand un pays gagne les Jeux Olympiques en basketball, par exemple, dans les semaines qui suivent, vous avez des milliers d'enfants qui vont vouloir devenir basketball. Quand un pays gagne la Coupe du Monde en football, vous avez des milliers d'enfants dans les semaines et les mois après qui vont aller s'inscrire dans les clubs, etc., parce qu'ils veulent devenir footballeurs, parce qu'ils ont vu cette image, ils ont vu cette histoire. Et l'histoire, elle catalyse aussi l'intérêt des gens vis-à-vis de ce sport. Or, aujourd'hui, malheureusement, comme tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous parler au tout début de cette petite intervention, j'ai commencé par évoquer des souvenirs du basketball. Des souvenirs qui m'ont marqué et qui faisaient que chaque week-end, à chaque fois que le FUS jouait à Rabat, j'étais au stade du FUS. À l'époque, ils jouaient sur du gazon, c'était bien avant les salles, etc. Et j'étais là et je regardais. Et j'ai même regardé les matchs internationaux du FUS contre l'AOK d'Athènes, parce que le Maroc, à l'époque, participait à la Coupe d'Europe, ou nos clubs plutôt participaient à la Coupe d'Europe. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'il y avait des joueurs qui m'ont marqué.
Et c'est justement l'histoire de ce club va beaucoup m'influencer, va beaucoup me faire aimer le basketball. Et beaucoup de jeunes justement de mon quartier pratiquaient le basketball parce que le FUS justement exerçait, les joueurs du FUS exerçaient une certaine fascination sur ces jeunes, Benjamin, Khalil Yamani que j'ai cité tout à l'heure, Rachid Sharqawi et j'en passe. Le troisième facteur déterminant de ce deuxième bloc, c'est la politique. Et là, justement, alors il y a toute une problématique. Depuis que j'ai commencé à pratiquer l'activité sportive, depuis que j'ai commencé à fréquenter les dirigeants du sport, donc il y a très très longtemps, à chaque fois on parle de politique sportive et tout le monde dit il n'y a pas de politique sportive au Maroc. J'entends ça depuis carrément, allez, disons, une cinquantaine d'années, depuis que j'ai pris conscience de la chose sportive dans mon pays. Ça fait donc 50 ans que les gens du sport disent et perpétuent le fait qu'il n'y a pas de politique sportive au Maroc. Alors, il y a une volonté politique, et c'est là qu'il faut faire le distinguo, il y a une volonté politique. La volonté politique est que le Maroc investit dans le sport, il subventionne des fédérations, il construit de l'infrastructure, il permet à nos équipes nationales de participer à l'échelle internationale, il investit dans le sport. Donc il y a une volonté politique. Mais cela n'explique pas les résultats. Parce que les résultats que nous avons sont le fait d'un manque de politique. Donc, si vous voulez, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a une volonté politique, mais il n'y a pas une politique. Il n'y a pas, si vous voulez, un cheminement politique qui vous dise, voilà, nous au Maroc, nous avons 1% de la population qui pratique le sport, et dans les 10 années à venir, nous voulons que 60 ou 50% ou 30% de la population jeune du Maroc puisse pratiquer du sport. Là, ce serait un point de départ pour une politique. Nous avons 10 mètres carrés d'espace par individu en âge de pratiquer le sport au Maroc et nous voulons arriver à, et ça n'est pas suffisant, nous voulons arriver à 15 ou 20 mètres carrés par personne et donc nous allons investir, etc. C'est ça, justement, la politique. Et donc, il y a une volonté politique, mais il y a par incompétence, et là je pèse mes mots, par incompétence des politiques et de ceux qui se sont succédés à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports depuis la nuit des temps, qui manquent de vision politique. Donc, ils n'ont pas pu asseoir une politique. L'État marocain n'a pas pu asseoir une politique sportive depuis toujours. Alors que la volonté est là, la volonté au plus haut niveau. Moi, je me rappelle quand je m'occupais de sportifs de haut niveau, d'athlétisme, à chaque fois qu'il y a eu une performance de très haut niveau, nous avons été félicités par la plus haute instance du pays, Sidna Allah Insaro, nous avons reçu des primes extraordinaires, pour montrer justement qu'il y a cette volonté. Il y a la volonté au plus haut sommet de l'État. Mais au niveau des gouvernements et des gouvernants, il y a un manque de vision et donc un manque une incapacité malheureusement à asseoir une politique qui puisse nous faire progresser et amener notre sport à un niveau plus élevé. Et le dernier facteur de ce bloc, c'est le contexte international. Alors le contexte international, nous n'avons pas beaucoup d'influence sur le contexte international parce que nous ne sommes pas un pays de très haute performance. D'autres pays ont une influence importante et un impact important sur le contexte international. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes impactés par ce contexte international, mais nous n'arrivons pas à l'impacter. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, les États-Unis ont impacté la réglementation du basketball et aujourd'hui, pratiquement, on joue parce que les Américains ont voulu qu'on joue d'une certaine façon les mi-temps de basketball, etc., etc. La télévision a impacté. Les règles sont impactées par les pays qui ont un grand basketball ou un grand athlétisme, un grand football, etc. et qui vont agir de façon à faire évoluer les règles et les règlements et ce qui va influencer aussi la technicité de ce sport par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs points forts. Et donc malheureusement, nous n'arrivons pas, nous subissons le contexte international qui n'est pas toujours favorable parce qu'il
le contexte international, c'est aussi le fait que le sport soit un très grand gâteau et que chacun puisse ait envie de tirer la plus grosse part vers chez lui, vers sa petite, et à ramener ça à ses enfants. Et donc, parce que la manne financière est extrêmement importante, le contexte international est très impactant, malheureusement. Nous le subissons que du point de vue négatif et nous n'arrivons pas à nous imposer au plan international. Même le fait, par exemple, qu'on soit absent de pratiquement toutes les instances sportives africaines, toutes les instances sportives. Nous avons combien de présidents, par exemple, marocains de confédérations africaines, combien de secrétaires généraux dans les confédérations africaines, combien de membres dans les fédérations internationales dans différents sports, etc. Nous sommes un pays sous-représenté, donc un pays qui subit le contexte international, mais qui ne l'impacte pas beaucoup. Alors, voilà pour ce qui est des facteurs déterminants. Donc, j'ai parlé de deux blocs de facteurs. Un premier bloc qui concerne la pratique elle-même et un deuxième bloc qui concerne le contexte global, l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, ces déterminants, en fait, ils trouvent leur déclinaison dans des facteurs favorisants. Et c'est là que nous rapprochons de la pratique, nous passons de ce qui est théorique et important à ce qui est pratique, c'est-à-dire comment est-ce que ces déterminants de la performance, comment ils se traduisent dans la pratique réellement de tous les jours. Alors d'abord, quand on a parlé de potentiel humain, j'ai ébauché la chose tout à l'heure, le premier élément déterminant et le premier élément favorisant, donc un élément peut être favorisant, mais à la fois il peut être défavorisant aussi quand il n'est pas bien respecté. C'est la détection des talents, l'identification des talents. Et là, nous avons un grand déficit. Nous avons un grand déficit parce que par le passé, nous avions un contact direct entre le sport scolaire et le sport civil. Et les enseignants d'éducation physique étaient tous pratiquement liés à un club dans un sport donné, où eux-mêmes étaient entraîneurs ou joueurs, ou anciens joueurs, ou sympathisants d'un club, etc. Et donc, ces enseignants d'éducation physique, dans un établissement quelconque, vont prospecter, et à chaque fois qu'ils vont trouver un élève, un enfant, qui a les qualités requises, ils vont le diriger vers le club dans lequel ils pratiquent eux-mêmes, ou le club de leur choix, pour justement qu'il pratique. D'abord, ils lui font prendre conscience qu'il a du talent et qu'il est possible qu'il devienne un sportif de haut niveau, et il le dirige vers un club. Ce système est en panne au Maroc. Il n'y a pas que ce système. C'était comme ça qu'on fonctionnait au Maroc. Dans les pays de l'Est, comme je vous ai dit, ça n'existe plus malheureusement, il y avait des administrations sportives dont le rôle était de détecter, avec des spécialistes, des enseignants d'éducation physique spécialisés qui ont été formés qui ont reçu des formations spéciales pour détecter les talents et qui organisaient de grandes opérations de prospection et de détection du talent à travers les pays. Moi-même au Maroc, quand j'étais en fonction, j'avais un département de prospection et tenez-vous bien, très peu de gens le savent, ce département testait entre 200 et 230 000 jeunes par an. Entre le mois de novembre, c'est-à-dire nous laissions passer la rentrée scolaire, nous commencions au mois de novembre et nous finissions au mois de mai, le 30 mai, puisqu'après il fait très chaud et après il y a des difficultés justement à pouvoir réunir les enfants, etc. Parce que c'est déjà l'esprit des vacances, les examens et tout. Et donc on avait ce département testé entre 200 et 230 000 jeunes par an. Et combien parmi ces jeunes étaient retenus chaque année pour faire partie de l'Institut national d'athlétisme? Une trentaine. Une trentaine sur 230 000, c'est ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont les statistiques mondiales, qu'il y a un enfant talentueux sur 10 000. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre et faire comprendre d'ailleurs aux parents et à certains cadres, c'est que vous n'avez pas en sport une usine. Le sport, c'est pas de l'agroalimentaire. Vous n'avez pas une usine où vous mettez la carcasse d'une vache à l'entrée et vous obtenez des saucissons et des merguez et de la viande hachée et des steaks, etc. à la sortie. Vous n'avez pas ça. Vous pouvez prendre un enfant, lui donner toutes les conditions matérielles, le mettre en contact avec les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs médecins du monde, les meilleurs kinésithérapeutes du monde, de lui donner toute l'infrastructure, la meilleure infrastructure du monde. S'il n'a pas le talent, s'il n'a pas le potentiel requis,
requis, eh ben, cet enfant ne sera jamais basketteur. Ne sera jamais basketteur. Et donc nous perdons, et c'est malheureusement le cas dans notre sport, une des tares du sport de Maghreb, c'est que le sport marocain n'est pas riche, mais il dilapide beaucoup d'argent à s'occuper d'enfants et de jeunes qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas les qualités pour devenir des sportifs de très haut niveau. Et donc, cette l'identification des talents est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, j'invite tous les clubs, toutes les équipes, les fédérations, à justement créer des départements de détection, des gens capables de sillonner le pays, dans la région, dans les établissements scolaires, dans les terrains vagues, comme ça se faisait auparavant, etc., pour détecter et trouver les talents qu'il nous faut pour la performance sportive de haut niveau. Le deuxième facteur favorisant, et là, ce facteur n'existait pas, c'est-à-dire on n'en parlait pas, il y a 15-20 ans, on ne parlait pas de ça, c'est la disponibilité. Alors, pourquoi la disponibilité est importante? C'est parce qu'il faut un temps d'entraînement, c'est parce qu'il faut un encadrement. Donc, par le passé, les enseignants d'éducation physique étaient aussi des entraîneurs dans les clubs, des petites catégories, des grandes catégories, etc. Moi, par exemple, au lycée des Orangers, quand j'étais là-bas, il y avait Massardier qui entraînait le FUS handball. Pratiquement les professeurs qui étaient là étaient des mezzouzes, parce que c'était beaucoup plus un lycée d'athlétisme et de handball. Mezzouzes qui entraînaient aussi, qui jouaient, qui entraînait l'OM et qui a entraîné aussi l'équipe nationale. Donc, il y avait cette jonction, ce lien étroit entre l'enseignement et le sport civil. Et donc, les enseignants étaient disponibles et se rendaient disponibles parce que, justement, ils aimaient ce sport, mais parce que aussi les conditions sociales le permettaient. C'est que les villes étaient moins grandes, les déplacements étaient moins chers, et les nécessités de la vie étaient beaucoup moins chères. Le coût de la vie était moins cher. Et donc, les enseignants d'éducation physique, au lieu d'aller donner des cours dans des écoles privées, allaient plutôt entraîner dans des clubs et en tant que bénévoles ou aller arbitrer, etc. Donc, il y a le problème de la disponibilité des cadres. Mais il y a aussi le problème de la disponibilité des enfants. Alors qu'un petit Américain va quitter l'école vers 13h ou 15h, un petit Anglais va quitter l'école vers 13h ou 15h, un Allemand va quitter l'école vers 13h ou 15h pour aller justement se donner à d'autres activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Le petit Marocain, lui, va à l'école, quitte chez lui vers 7h, 7h30 du matin et ne rentre que vers 18h, 18h30 le soir. Et pendant toute la journée, il est emprisonné ou embrigadé dans un système scolaire qui n'a plus de système que le nom. L'enfant n'est pas fait uniquement pour recevoir des cours et pour apprendre par cœur ce que dit un enseignant. Il a aussi besoin d'un temps de jeu, il a besoin de pratiquer des hobbies à lui, il a besoin de se découvrir, il a besoin de sport entre autres, il a besoin de musique, il a besoin de théâtre, il a besoin de beaucoup de choses. Et malheureusement, le manque de disponibilité fait que nos enfants, même très talentueux, en musique, en théâtre, en cinéma, en peinture, en je ne sais quoi, ne vont pas pouvoir exprimer leur talent parce que malheureusement, ils sont embrigadés et prisonniers d'un système scolaire défaillant. Et donc, les enfants ne sont pas disponibles. Et donc, quand même, même quand vous trouvez un enfant très, très doué, c'est un enfant qui n'aura jamais le temps d'aller pratiquer l'activité sportive comme il faut pour pouvoir devenir un sportif de très haut niveau. Et vous savez comme moi aujourd'hui que pour réaliser des performances de très haut niveau, il faut un entraînement quotidien, sinon un entraînement 2 fois par jour. Alors, le troisième facteur favorisant, et qui peut devenir défavorisant, parce que ces facteurs, quand ils sont présents et quand ils sont respectés, ils sont favorisants, mais quand ils sont absents et non respectés, ils deviennent défavorisants, ils deviennent des éléments de blocage. Par exemple, si on n'identifie pas de talent, c'est un blocage. Si on n'est pas disponible, on n'a pas de disponibilité des enfants et des encadrants, ça devient un facteur bloquant. Alors, le troisième facteur favorisant, c'est la participation volontaire
des intervenants. Il faut absolument, et c'est extrêmement important, que l'enfant que vous avez détecté, on va supposer que l'enfant a été détecté, qu'il a des disponibilités, qu'il a le temps d'aller s'entraîner tous les jours, et que la salle ou le terrain de basketball ne soit pas très loin de chez lui, et donc qu'il peut en 5-6 minutes se rendre sur le terrain pour s'entraîner et rentrer chez lui pour faire ses devoirs, parce que malheureusement, il quitte l'école à 18h, mais il a aussi des devoirs à faire à la maison, ce qui n'existe pas chez les Allemands ou les Américains ou les Anglais et d'autres. Et donc, à supposer que les deux premiers facteurs soient respectés, maintenant il faut que lui-même, que cet enfant veuille et soit volontaire pour pouvoir pratiquer. Combien de fois je suis tombé sur des enfants très talentueux, mais qui n'acceptent pas les défis, qui n'acceptent pas de souffrir, parce que le sport c'est aussi de la souffrance, c'est aussi des sacrifices. Et vous savez, un adolescent, quand vous lui demandez de venir s'entraîner tous les jours, d'aller dormir très tôt, de ne pas sortir avec les copains, etc., des fois il trouve ça astreignant et des fois il va... Et beaucoup parmi les jeunes, même talentueux, ne vont pas accepter justement cette vie de sportif de haut niveau et malheureusement ne pourront pas continuer leur chemin et ne pourront pas aller très loin dans la performance sportive. Et donc ce côté volontaire est quelque chose d'extrêmement important. Il y a, alors dans la volonté, les psychologues du sport vous expliqueront mieux que moi la chose, il y a ce qui est inné, mais il y a aussi ce qui est acquis. C'est-à-dire il y a des enfants qui naturellement manquent de volonté ou ne veulent pas de ça, mais il y a des enfants qui ont une posture de manque de volonté. Et donc c'est parce qu'ils ont acquis d'autres réflexes, etc., qui font qu'ils sont moins enclins à pratiquer le sport, ou moins enclins à aimer le sport. Par exemple, une jeune fille ne va pas vouloir pratiquer parce que ça nécessite, pour ses cheveux, ça nécessite un certain entretien, pour sa peau, ça nécessite un certain entretien, et que le soleil, la transpiration, etc., dégrade un peu la peau du visage ou la peau du corps, etc. Et donc, par justement le regard de la société sur justement la jeune fille, elle va acquérir ce manque de volonté ou de vouloir participer, de vouloir pratiquer de l'activité physique. Et chez les garçons aussi, on peut trouver un tas de facteurs qui sont acquis, par lesquels la société va façonner les enfants et les pousser à ne pas pratiquer l'activité physique. Le quatrième facteur très, très, très important, favorisant, c'est l'acceptation de l'enjeu. Si par exemple, vous êtes demain président d'un club de basketball et vous dites, écoutez, moi, je veux monter un club qui va être à terme, dans 4 ans, champion du Maroc et qui va avoir 5 joueurs en équipe nationale. Et donc voilà l'enjeu. Et vous avez des collaborateurs, vous avez des entraîneurs, vous avez des kinésithérapeutes, des médecins, enfin tous ceux qui sont autour de votre équipe, des entraîneurs de jeunes, des préparateurs physiques, enfin tous ceux qui travaillent dans le sport. Ils doivent former bloc, ils doivent accepter cet enjeu. Ils ne doivent pas vous prendre pour un fou. Bien évidemment, si vous vous lancez dans un défi pareil, c'est que vous en avez les moyens aussi intellectuels et les moyens matériels. Mais toute la structure autour de vous doit accepter cet enjeu. Et vous savez, si jamais vous avez une pièce maîtresse qui manque, ou une personne qui n'accepte pas cet enjeu-là, et qui va commencer à minimiser sa mission, ou bien à carrément la saborder ou la saboter, vous ne pouvez pas atteindre de la haute performance. Et c'est pour ça que dans le choix des collaborateurs, il faut faire beaucoup de sociométrie. C'est-à-dire ne choisir comme collaborateurs que des gens qui peuvent comprendre et qui ont la possibilité de comprendre et qui ont confiance dans le système, mais dans la personne qui dirige le système. Les personnes qui vont juste être là pour arrondir la fin du mois et qui ne croient pas à l'enjeu ne doivent pas être là. Vous ne devez pas les accepter ni comme collaborateurs, ni comme salariés si vous avez un jour la possibilité d'être le patron de votre unité sportive. Et c'est ce qui nous amène à l'esprit d'équipe et à la persévérance. Il n'y a pas de sport individuel, il n'y a que des sports collectifs. Même quand vous faites de l'athlétisme, quand vous courez le 100 mètres, vous êtes tout seul à courir le 100 mètres, mais vous avez derrière tout un team, toute une équipe de gens qui ont travaillé pour préparer votre performance. Donc, tous les sports reposent sur cet esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe n'est pas seulement le fait de se tenir et de crier
des slogans ensemble, etc. Mais il faut le vivre dans son cœur. Il faut le vivre dans une complémentarité, dans une continuité, dans un continuum de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. C'est-à-dire que ce que je pense doit convenir à ce que pense mon coéquipier, et mon coéquipier pense exactement comme je pense, et il contribue à améliorer ma façon de travailler, comme je contribue à améliorer sa façon de travailler dans une complémentarité indiscutable. Et cet esprit d'équipe est quelque chose d'extrêmement important. Et si vous n'avez pas cet esprit, s'il n'est pas vivace dans votre structure sportive, vous ne pouvez pas obtenir de performance. L'autre facteur, je crois que c'est le sixième, c'est les structures mises en place et les moyens mobilisés. Alors bien évidemment, si on vous donne un terrain de basketball qui ne remplit pas les conditions, on vous met dans de mauvaises conditions. Donc on vous bloque dans votre élan et dans votre volonté de persévérer. Si vous n'avez pas les moyens suffisants, pas plus qu'il ne faut, mais pas moins qu'il ne faut, pour équiper, pour faire manger, pour indemniser, pour les sportifs, les encadrants, etc. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Et là, justement, le problème est de savoir, à chaque fois, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est est-ce que ce sont les budgets qui sont insuffisants ou est-ce que c'est la façon de les gérer ou la gouvernance, et c'est de là qu'on parle de gouvernance, est-ce que c'est la gouvernance qui n'est pas bonne? Alors des fois c'est les deux, des fois c'est un, des fois c'est l'autre. Et donc malheureusement, si vous regardez nos clubs, ils manquent tous de moyens, ça c'est clair, c'est évident, mais ils dilapident tous aussi beaucoup d'argent. Regardez par exemple les clubs de football, ils se plaignent tous de ne pas avoir suffisamment de moyens, mais quand ils achètent des joueurs qui ne valent pas grand-chose à des millions de dirhams, cela pousse à se poser des questions. Quand ils vont en concentration, dans un 5 étoiles soi-disant en concentration, alors que ça, y a rien on ne se concentre pas du tout comme ça, c'est très loin que de la définition de la concentration, c'est de la dilapidation d'argent. Et donc il y a justement l'optimisation de l'utilisation du budget qui est extrêmement importante et que les dirigeants sportifs doivent se poser des questions quand ils budgétisent. Et c'est là justement où on vient au facteur suivant, qui est la stratégie et la planification. Vous ne pouvez pas réaliser de performances sportives si vous n'avez pas une stratégie bien déterminée et un plan de travail. Donc votre politique va vous permettre de générer des idées. Ces idées vont vous amener à accepter un défi, à vous lancer un défi, à former une équipe. Cette équipe va bénéficier d'infrastructures et de moyens mobilisés, et l'ensemble doit répondre et doit aller vers la mise en exécution d'une stratégie et d'un plan de travail. Donc la stratégie étant la déclinaison de la politique. Donc si vous n'avez pas une stratégie bien définie, vous ne pouvez pas juste aller à l'aveuglette et penser qu'un jour vous allez avoir de la très haute performance. Alors, un autre facteur, il est situé en bas puisqu'il nous reste encore 3 ou 4 facteurs à citer. Un autre facteur qui est extrêmement important, c'est la recherche scientifique et le développement. Alors, par les temps qui courent, tout le monde parle de recherche scientifique. Comme par hasard, on découvre que la science est quelque chose d'extrêmement important. Et bien dans le sport, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et je ne vous parle pas de recherche fondamentale dans les laboratoires, etc. Je parle de petites recherches que tout un chacun dans son club peut mener, qui est une compilation de données, par exemple, sur lesquelles on va travailler pour voir si on a pour essayer d'expliquer les résultats s'ils sont bons et pour essayer d'expliquer les résultats s'ils sont mauvais. Je ne sais pas moi, si quand vous testez vos sportifs, vos sportifs à l'entraînement, vous les chronométrez sur un 30 mètres, un 40 mètres ou un circuit ou quelque chose comme ça, c'est des données. Et c'est des données que vous devez compiler, que vous devez garder, que vous devez consigner sur des carnets de travail, de façon à pouvoir faire de la recherche dessus, parce qu'une fois que vous avez beaucoup de données, vous pouvez
les étudier et les travailler. Et donc, chacun de nous doit être justement, se considérer comme un petit chercheur et pouvoir, selon sa mission, réunir des données, essayer de les comprendre, essayer de voir ce que dit la littérature à propos des problématiques posées, essayer de comparer avec d'autres, etc. Donc la recherche scientifique est extrêmement importante. Plus haut, bien évidemment, au niveau notamment des universités et des instituts de sport, la recherche doit être plus compliquée, doit aller vers des domaines plus précis et plus productifs, notamment pour l'ensemble du sport national. Moi, je me rappelle qu'à l'Institut Moulay Hachid, du temps où j'enseignais là-bas, les mémoires des étudiants étaient de véritables travaux de recherche. On était d'ailleurs la seule institution au Maroc qui enseignait la méthodologie de la recherche et la seule institution du Maroc où, à l'époque, les étudiants étaient obligés de faire une recherche pratique. C'est-à-dire qu'ils allaient recueillir des données, ils allaient pratiquer avec des enfants ou avec des clubs, ils allaient recueillir de l'information et pas uniquement ne faisaient pas uniquement de la littérature, c'est qu'ils produisaient du savoir. Et si vous êtes un jour en stage à l'Institut Moulay Hachid, allez voir à la bibliothèque et vous allez trouver un tas de mémoires qui sont d'un très haut niveau sur le plan de la recherche pédagogique, de la recherche en physiologie, de la recherche même. On a même eu l'audace de faire des travaux de recherche sur les diabétiques, sur les asthmatiques, etc. Alors, l'autre facteur, je n'ai plus le nombre, la chronologie de ces facteurs favorisants. L'autre facteur favorisant, d'ailleurs, et ça découle de ce que je viens de dire quand j'ai parlé de recherche scientifique et de développement, c'est l'expérience accumulée. Il y a quelque chose d'extrêmement important. Celui qui veut partir de zéro restera toujours au point zéro. Il y a toujours une expérience passée. Personne n'est là pour dire je suis le début de quelque chose, je suis le seul à savoir, et donc tout ce qui a été fait avant moi était nul, et donc c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va commencer à travailler. Nous le faisons en politique, et vous voyez où c'est qu'on en est, parce que justement, à chaque fois qu'un gouvernement a été nommé, la première des déclarations des ministres, c'est que je n'ai rien trouvé, je n'ai rien à ceci, et que nous allons commencer à partir de maintenant. Non, ainsi dit. Nous avons une expérience dans ce pays, et il faut la fructifier, il faut l'étudier, et il faut la faire parler. L'expérience, c'est quelque chose qu'on doit faire parler. Parce qu'il y a un cumul de savoir. Il y a des erreurs qu'on a faites. Il y a des choses qu'on a faites très bien. Par exemple, si on remonte à l'année 68 où on a été aux Jeux Olympiques en basketball, et c'est la seule fois d'ailleurs, et malheureusement, aux Jeux Olympiques de Mexico. Comment on a fait pour nous qualifier? Qu'est-ce qu'on a fait avant pour nous qualifier? Si on regardait cette période, comment était le basketball marocain, comment il était géré, qu'est-ce qu'on faisait, comment on s'entraînait, comment on travaillait, comment on trouvait les basketballs, comment on faisait la sélection, qui entraînait la sélection, etc., etc. C'est une expérience extrêmement importante. Et c'est sur ce genre d'expérience, notamment les expériences réussies, qu'on peut reconstruire les réussites, mais également sur les expériences d'échec. Si nous disons, bon, nous n'arrivons plus à être champions d'Afrique en basketball, pourquoi? Et nous regardons ce que nous faisons. Bien évidemment, si nous n'avons pas de fédération pendant 2 ou 3 années, il est impossible de pouvoir rêver faire quelque chose et réaliser des performances. Parce que le moteur d'une activité sportive dans n'importe quel pays du monde, c'est la fédération de ce sport qui est censée le gérer, qui est censée le protéger, qui est censée le dynamiser. Et donc malheureusement, bon, voilà, c'est une mauvaise expérience. Et donc il faut faire parler les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'autre facteur plutôt favorisant, qui peut aussi devenir défavorisant, c'est le manque d'un système d'évaluation. Il faut absolument avoir un système d'évaluation dans un club. Et ça n'est qu'en évaluant le travail, en évaluant le rendement, qu'on peut penser, réaliser des performances et construire, et parce que ça découle aussi du point précédent du cumul de l'expérience, c'est comment on accumule de l'expérience en consignant cette expérience, comment on la consigne avec un système de suivi et d'évaluation. Alors l'avant-dernier facteur favorisant, c'est la capacité d'évolution et de remise en question. الدارجه تنقولوا اللي تيحسب بوحدو تيشيط له الخير دائما تيشيط له الخير
Ben, celui qui ne se remet pas en question ne peut pas progresser. Comment est-ce qu'on se remet en question? On remet en question d'abord sa façon de travailler. On remet en question ses connaissances. On se dit, bon, voilà, ça fait 10 ans que j'ai quitté l'université. Ça fait 3 ans que j'ai passé mon dernier stage j'ai participé à un dernier stage d'entraîneur. Est-ce que j'ai évolué? Non, vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Vous ne pouvez évoluer que si au quotidien, vous essayez d'accumuler de la connaissance scientifique. Aujourd'hui, Internet nous rend la chose facile. Parce qu'il est facile aujourd'hui sur Internet de rentrer quelques mots-clés et d'avoir des milliers de réponses à notre questionnement. Allez, allez dans la curiosité, au fin fond du questionnement sportif, au fin fond de la physiologie, de la biomécanique, des questions psychologiques, des questions sociologiques, etc. C'est extrêmement important. Il faut absolument se remettre en question à chaque fois. Et c'est ça la remise en question, justement, c'est d'aller acquérir un nouveau savoir. Dire que je ne sais rien, que je ne sais pas encore beaucoup de choses, que je ne connais pas encore beaucoup de choses, que je ne comprends pas encore beaucoup de choses. Et à partir de cette remise en question, on peut aller de l'avant, on peut aller faire de la recherche, on peut aller étudier, chercher sur Internet. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet nous facilite beaucoup la tâche. Et donc, je vous invite et j'invite tous les cadres sportifs et tous les dirigeants sportifs à se documenter, à lire, à faire de la recherche sur les sites, sur Internet, où M. Google répond à toutes les questions. Il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Et le dernier facteur favorisant, alors je dis bien le dernier, ce sont les motivations et les encouragements. Parce que la première motivation, elle est en nous. Elle est en chacun de nous. Nous n'avons besoin de personne pour nous motiver. Je veux être entraîneur de basketball, je veux être joueur de basketball, c'est une motivation intrinsèque, personnelle. Je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me dire « Toi, tu peux être entraîneur de basketball ». La motivation est en moi. Mais les encouragements viennent des autres. Et d'ailleurs, des fois, on confond entre les deux concepts et on va vous dire « Ah, la prime pour les motiver ». Non, c'est pas ça qui motive. Là, la prime, c'est pour les encourager. Mais la motivation, elle est intrinsèque, elle est en nous, elle est au fond de chacun de nous. La motivation n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on construit soi-même. Mais comment construire ça? On peut apprendre justement à nos enfants comment construire cette motivation au fond de chacun. Et là, je rejoins notre troisième point quand j'ai dit participation volontaire. Celui qui n'est pas volontaire, c'est que d'abord, il manque de motivation. Mais l'argent ne va pas le motiver outre mesure. Les récompenses ne vont pas le motiver outre mesure. Est-ce que, par exemple, vous pouvez me motiver, moi, en me donnant, allez, donnez-moi 10 millions de dollars aujourd'hui pour que je devienne champion du monde de quoi que ce soit? Je ne pourrai pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui motive. Ça encourage, mais ça ne motive pas. La motivation, c'est autre chose. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Bon, on aurait été dans d'autres conditions, peut-être que j'aurais été plus long et j'aurais été plus loin dans ce que j'ai dit. Et je veux conclure par ma définition de ce qu'est la performance sportive. Alors, ma petite expérience, si vous me passez le terme, et les quelques décennies que j'ai passées à essayer de créer de la performance sportive, de fabriquer, de monter des performances sportives, je suis arrivé à la conclusion, à la conviction que la performance sportive est une expression culturelle basée sur l'exercice physique. La performance sportive est une expression culturelle basée sur l'exercice physique. Pourquoi j'ai introduit le mot culturel? Parce que jamais, au grand jamais, on ne jouera au basketball comme un Américain, comme un Russe, comme un Français, comme un Sénégalais, comme un Nigérian, etc. Non. La culture est quelque chose de déterminant. Je suis arrivé à cette conviction parce que je me suis rendu compte que pour gagner les médailles olympiques, les championnats du monde, les records du monde que j'ai eu la chance de pouvoir générer pour mon pays, nous avons utilisé des méthodes bien marocaines, inspirées bien évidemment de ce qui est scientifique, mais adaptées à un contexte culturel marocain. Nous sommes en plein contexte culturel
Ramadan. Ramadan est une fatalité, c'est une bénédiction aussi divine qui revient chaque année. Qui revient chaque année avec un recul de 12 jours chaque année. C'est une problématique pour le sport. Mais est-ce qu'un jour, on va penser qu'il ne va pas y avoir Ramadan? Ramadan sera toujours là. Est-ce qu'on va arrêter les entraînements? Est-ce qu'on va arrêter les compétitions? Est-ce qu'on va adapter? Il faut justement, et là, les recherches en physiologie, notamment, permettent de comprendre les processus et de pouvoir apporter les bonnes réponses. Et c'est de cette façon-là que la culture va agir sur la performance sportive. Et donc, si vous me permettez de conclure, je vais juste dire que la performance sportive est une expression culturelle basée sur l'exercice physique. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci Oukamal. Je ne peux, si vous voulez, je peux remonter, voir s'il y a des questions. Attendez. Bah, d'abord, je remercie tous ceux qui m'ont salué et je suis content d'être là. Justement, euh, c'est Abdrahman et Tazarine qui parlent justement qu'effectivement le sport permet l'accès à la culture, etc. C'est un élément important de la culture. Et beaucoup de faits culturels se transmettent par l'activité physique, justement. Ben, c'est Marwan Bichi qui me dit quels sont les facteurs bloquants du développement du sport marocain. Je vous en ai cité. Il y en a plein. Je vous ai parlé de la loi fondamentale qui est une loi bloquante. Je vous ai parlé du manque de détection de talent. Je vous ai parlé. C'est ça, de manque de politique. Donc, qui dit manque de politique dit manque de stratégie, etc. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui font que malheureusement l'activité sportive au Maghreb n'est pas très développée. Et ne produit pas, disons, la performance qu'on pourrait attendre d'elle. Oui, par exemple, voilà, c'est Abdelrahman Abtani, il parle d'accès aux infrastructures sportives. Voilà, c'est aussi un des aspects de la disponibilité. J'ai parlé de la disponibilité des cadres, de la disponibilité des enfants. On peut aussi introduire la disponibilité des infrastructures sportives. Parce que le Maghreb, malheureusement, c'est une question statistique. On va vous dire, nous avons 10 000 terrains, nous avons construit un terrain qui nous a coûté tant, etc., etc., mais qui finalement est fermé. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives fermées au Maroc. Beaucoup, énormément. À un moment donné, j'avais les statistiques de ces infrastructures sportives fermées. Malheureusement, je n'ai plus remis à jour ces choses-là parce que ça me demande du temps et ça demande aussi que des collègues à travers le Maroc puissent travailler et aient le temps de recueillir pour moi des informations, ce qui pose des problèmes avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, etc. Donc j'ai arrêté de faire ce genre de travail. Sizino Neili dit, je crois que c'est le même problème en Algérie. Euh, Probablement, il y a beaucoup de similitudes entre le Maroc et l'Algérie dans beaucoup de domaines. L'élite politique actuelle, c'est Driss Al-Alaoui, l'élite politique actuelle est le plus grand obstacle de tout développement. Vous savez, là, je ne sais pas si c'est le moment de faire ça. Moi, je ne suis pas adepte de la démocratie par le nombre. Parce que pour moi, la démocratie par le nombre, c'est-à-dire c'est ce qui fait que 51%, que quelqu'un qui obtient 51% va diriger et gouverner et imposer ses idées à celui qui a eu 49%, c'est pour moi la façon que la médiocrité a trouvé pour s'imposer. Je pense qu'on doit trouver d'autres modes de désignation des élites. La preuve, si vous regardez notre Parlement, si vous regardez nos fédérations, si vous regardez nos conseils municipaux, etc., est-ce que ce sont véritablement les meilleurs Marocains, ceux qui sont capables de faire avancer le pays, qui siègent dans ces institutions? Loin de là. On appelle ça de la démocratie. Moi, j'appelle ça de la médiocratie, plutôt.
Oui, alors, quelqu'un qui parle de guerre c'est Amadi Bassoum qui parle de guerre fratricide le basketball. Moi, je suis le premier désolé, sincèrement. C'est une activité qui a marché, qui a donné de bons résultats, qui animait. Il y a beaucoup de jeunes qui aimaient le basketball, les salles étaient pleines, etc. حرام هادشي اللي طري في الباسكتبول. Sincèrement, moi je ne sais pas. انا قلبي تيضرني ملي تنسمع ملي تفكر الحاله ديال الباسكتبول في المغرب. Nos écoles sont seulement des garderies, oui, je confirme. Le système scolaire marocain est devenu un système de gardiennage. C'est Haïtem Droubi, vous avez absolument raison. Il faut. Le rôle des éducateurs est primordial. Mais vous savez, quand on a. Pendant longtemps, il y a eu un problème. Enfin, il doit y avoir certainement parmi les gens qui nous suivent aujourd'hui des enseignants d'éducation physique. Moi, on travaillait beaucoup avec le ministère de l'Éducation physique à faire évoluer les choses. Et malheureusement, il y avait deux tendances. Et il y avait la tendance qui disait, et je faisais partie de ces gens-là, qu'on devait évoluer vers une éducation sportive, c'est-à-dire baser toute l'activité physique dans les établissements scolaires sur le sport, c'est-à-dire une pratique sportive. Une pratique sportive spécialisée en fonction de la spécialité des enseignants. Quelqu'un qui est basketteur, s'il est enseignant d'éducation physique, et ben dans son établissement, il fera du basketball. On ne va pas lui imposer de faire du handball, de la gymnastique ou autre chose. Celui qui est nageur va faire de la natation. Celui qui a comme spécialité le handball va faire du handball. Et permettre aux enfants d'aller vers l'activité qu'ils veulent. Pas la peine de leur imposer une séance d'éducation physique à laquelle ils viennent pour ne rien faire. Mais si on leur disait, bon écoutez, voilà, il y a 10 professeurs d'éducation physique dans l'établissement, il y a monsieur tel qui fait basketball et handball, il y a monsieur tel qui fait volleyball et je ne sais pas, gymnastique, il y a monsieur tel qui fait rugby, il y a monsieur tel qui fait football, etc. Et que les élèves d'eux-mêmes décident de l'activité qu'ils veulent pratiquer à des heures précises avec le professeur qui est spécialisé, qui va d'abord exercer quelque chose qu'il aime bien, puisque c'est sa spécialité, avec des enfants qui sont motivés parce qu'ils veulent pratiquer cette activité physique, ils veulent pratiquer du basketball, du handball. Pourquoi imposer à tout le monde de faire de la gymnastique? Pourquoi imposer à tout le monde de faire de l'athlétisme ou de faire des choses? Il y a bien évidemment ce qui est basique, ce qui relève des habiletés motrices. Courir correctement, la latéralité, enfin l'orientation dans l'espace, etc. Ces exercices sont des exercices de base. Mais de là à imposer autre chose et plus loin que les exercices de base et oublier l'activité sportive, c'est ce qui fait peut-être que les enfants ne sont pas très motivés pour la pratique physique. Malheureusement, ceux qui étaient de l'autre côté, donc il y avait cette tendance-là, j'étais de ceux-là, il y avait une autre tendance qui disait non, c'est une matière comme les autres, l'enfant doit acquérir des savoirs, et ces savoirs doivent concerner pratiquement tous les sports, et il va avoir des cycles de handball, cycles de basketball, cycles de gymnastique, cycles de ceci, cycles de cela. Moi, je suis curieux de savoir quel niveau ont nos enfants après justement ces cycles. Ils n'acquièrent rien du tout. Oui, effectivement, c'est Zino Naili qui parle d'une star qui peut générer une motivation. Effectivement. Pratiquement tous ceux qui pratiquent le sport à très haut niveau, les plus grandes stars du monde, si vous leur posez la question comment vous êtes venu au sport, eh bien, ils vont vous dire j'ai vu tel courir ou j'ai vu tel jouer, j'ai voulu être comme lui, et mon professeur d'éducation physique m'a amené dans un club, ou m'a entraîné, ou m'a donné les premières notions de ce sport. Tout le monde est passé par là. Cédric Hamadi, vous avez absolument raison. Moi, je pense, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait en athlétisme. Je me suis dit, je m'étais rendu compte que le système fédéral, avec les clubs, les championnats, etc., ne pouvait pas créer de performances de très haut niveau. Alors, j'ai créé un centre d'athlétisme. Et j'ai agi comme un club d'athlétisme. En fait, c'était ça. Et ça a donné les résultats que ça a donné. Aujourd'hui, je pense que le Maroc aurait intérêt à créer des centres
des centres, non pas il ne faut pas les appeler centres de formation parce qu'on ne forme pas en sport, on prépare en sport. Des centres de préparation où on mettrait des enfants doués, talentueux, de façon à ce qu'ils puissent pratiquer dans de bonnes conditions une activité physique. D'ailleurs, je pensais que le centre de basketball allait être ça. D'ailleurs, au début, il y avait justement des jeunes qui étaient en interne là-bas. Euh, Parce que il venait souvent discuter avec moi de comment marchait le centre d'athlétisme, l'Institut national d'athlétisme, etc. Et je pensais que l'Institut de basketball allait jouer le même rôle. Bon, malheureusement, ça, c'est طلعت حاجة أخرى. Fatih qui dit que c'est faux que l'Institut Moulachid est le seul à enseigner la méthodologie de la recherche. C'était le seul, elle, là, qui enseignait la méthodologie de la recherche. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait eu des difficultés à imposer cette matière parce que même à l'université, on n'enseignait pas la méthodologie de la recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'écoles où on enseigne la méthodologie de la recherche. Il faut des labos destinés à la recherche dans le sport, oui, effectivement. Moi, j'avais essayé de monter un laboratoire, enfin, il y avait des petits laboratoires à l'Institut Moulachid, malheureusement, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Oui, c'est Hassan Besdek. Effectivement, la création des instituts. Bon, il y a des facultés, j'ai entendu dire d'Aknar que Knetra aussi, on va lancer de la formation. Il faut des formateurs. Il faut des formateurs et il faut. Parce qu'aujourd'hui, on forme beaucoup de managers, mais très peu d'entraîneurs. C'est qu'on a oublié le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est pas le managériat. Le cœur du métier, c'est l'entraînement. C'est les entraîneurs, c'est les encadreurs des jeunes qui sont le cœur du métier dans le sport. Parce que c'est tous ces managers qu'on forme à l'ISCAE et ailleurs, et je ne sais où, dans quelle autre faculté, par dizaines, ils vont manager quoi si on a plus d'activité physique? C'est pas eux qui peuvent créer de la performance sportive. Eux ne peuvent. Ce sont des, des métiers qui vont aider à l'amélioration de la performance, mais dans l'intervention est minime. Vous savez, dans la performance sportive aujourd'hui, il y a 17 métiers à peu près qui interviennent, dont le manageriat. Mais le métier essentiel, c'est celui d'entraîner. Et donc, on doit former des entraîneurs, on doit former des encadreurs. Bon, c'est dit, je vous remercie infiniment. Je remercie Sekharwaj de m'avoir donné cette opportunité. Et je reste à votre disposition si jamais une autre fois vous voulez qu'on se retrouve. C'est dommage qu'on ne puisse pas interagir par la voix. Ça fait que je me parle tout seul et croyez-moi que c'est un peu fatigant que de se parler tout seul. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Ciao.